Bien, bonjour à tous. On va changer d'ambiance, on va changer de sujet. J'interviens aussi en complément des orateurs que vous avez au début. C'est des sujets régulatory, PSAN notamment, que je vais traiter à la demande d'Alain Clos, à la demande de FinTech Révolution. Bravo en tout cas. Merci pour cette invitation et bravo pour cette belle manif où j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. On a fait avec la CPR hier aussi notre manif. Certains d'entre vous y étaient peut-être, pardon si je me répète, mais je vais en dire plus aujourd'hui sur les statuts d'Epsan que ce que j'ai pu en dire hier. Le plan stratégique de l'AMF qui s'achève maintenant fait la part belle au développement des fintech et de l'innovation. On va en faire un nouveau avec notre nouvelle présidente qui va être nommée la semaine prochaine, Marianne Barbalayani. Je suis sûr que quoi qu'on fasse à l'AMF, nos deux sujets majeurs qu'on met en avant, c'est la finance durable et c'est la finance digitale. En finance digitale, c'est ça dont je vais vous parler ce matin bien sûr, notre difficulté c'est toujours d'arriver à trouver un bon équilibre entre un soutien à l'innovation. Alors ce n'est pas par plaisir, mais c'est parce que l'innovation, ça veut dire des nouveaux services, ça veut dire plus de concurrence, ça veut dire plus d'efficience dans le fonctionnement des marchés financiers et un équilibre entre cette dimension-là, bien sûr, mais aussi les autres. Les autres, pour nous, c'est toujours l'intégrité des marchés. L'intégrité des marchés. Dedans, je mets bien sûr tout ce qui est la lutte contre le blanchiment, par exemple. C'est la protection des investisseurs, ça c'est la loi qui nous le demande, mais c'est aussi une promotion de la place, une promotion des acteurs. Je préfère toujours qu'il y ait des développements se fassent d'abord en France, après en Europe et après dans le reste du monde. Dans ces plans stratégiques, la première chose qu'on essaye de vous proposer toujours, c'est l'accompagnement des acteurs, de vous. J'ai le plaisir dans nos chiffres de voir qu'en 5 ans, l'AMF, l'équipe AMF qui maintenant est dirigée par Charles Moussy, si vous ne le connaissez pas encore, venez le voir à la sortie, c'est quelqu'un d'intéressant à connaître pour vous. L'équipe de Charles, donc, qu'on appelle Innovation et Finances Durables, a accueilli au total en 5 ans 800 porteurs de projets. C'est énorme, mais on est prêt à continuer. Profitez-en. Une part significative de ces contacts, de ces rendez-vous, l'a été pour des sociétés des secteurs des cryptos, secteur donc qui s'est considérablement développé ces dernières années. On m'a demandé d'essayer de vous livrer un regard actuel et si possible prospectif sur les enjeux de cet écosystème d'un point de vue, encore une fois, régulatory. L'AMF s'était forcé d'accompagner le développement du recours à ces technologies de registres distribués dans la finance. On l'a fait sans a priori, mais évidemment avec une cible prioritaire pour nous et pour les autorités réglementaires françaises et européennes, qui était de traiter d'abord la finance traditionnelle, donc ce qu'on qualifie de titres financiers traditionnels, les instruments financiers en termes de juridique, donc les security tokens, qui aujourd'hui sont de facto couvertes par des réglementations européennes, mais qu'il fallait faire évoluer pour permettre d'abord des expérimentations sur la blockchain. C'est par exemple pourquoi on a été très actif pour promouvoir un régime dérogatoire sur un périmètre significatif, certes limité, mais significatif dans ce domaine avec le régime pilote. Les marchés financiers sont une mécanique de précision. Il convient évidemment, de mon point de vue, de ne pas les déstabiliser indûment. C'est pourquoi ce régime pilote, ce régime européen sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie blockchain, a été donc négocié assez rapidement d'un point de vue de la vitesse du règlement de l'autorité de réglementation européenne. Il est sorti en juin 2002 et dès mars 2023, on aura la possibilité dans l'Union d'agréer ces types de projets qui bénéficieront donc d'un certain nombre d'exemptions réglementaires. Alors, ceux qui ont suivi ces négociations savent que c'est un projet qui nous tient à cœur, qu'on a dû négocier parce que le projet de la Commission était, à notre point de vue, inutilement restrictif. Si vous avez suivi les négociations, vous avez vu que le projet final, enfin la loi européenne, le règlement européen final, est davantage ouvert que la proposition de la Commission. C'est un succès de notre point de vue, mais je suis quand même très convaincu que ce régime pilote pour les infrastructures de marché, donc à la fois les exchanges et les institutions de post-marché,
n'auront un grand succès que si les banques centrales arrivent progressivement à proposer des jetons de monnaie de banque centrale aux acteurs de marché. Ce sera probablement décisif. Je n'ai pas pu venir ce matin pour écouter Denis Baud, je sais qu'il vous en a parlé. Je ne sais pas ce qu'il vous a dit, mais je connais les idées de la Banque de France, qui est quand même très promoteur à cet égard. Et je pense qu'il y a un lien, évidemment, entre ces différents projets. Donc, mais ce n'est pas une condition absolue, mais ce sera certainement utile si ces jetons se développent pour permettre donc sans intermédiaire de marché et dans le post-trading avec des règlements livraison qui pourraient se faire quasiment en temps réel, ce qui pour les acteurs que vous êtes, c'est absolument révolutionnaire. L'AMF s'est mis en ordre de bataille pour proposer des évolutions législatives françaises qui vont être nécessaires, qu'on est en train de faire pour compléter les problèmes, la résolution des problèmes juridiques de ce nouveau régime pilote. Et donc, il y a quelques acteurs qui y réfléchissent. Il y en a dans la salle. N'hésitez pas à venir nous rencontrer pour en discuter. Je change de sujet maintenant en parlant de la loi Pacte et des PSAN. Vous savez que c'est la loi Pacte en 2019 donc, qui a jeté les premières bases d'un encadrement des activités sur actifs numériques, des prestataires d'activités sur actifs numériques qui ne sont pas des titres financiers. Nous avions estimé à ce moment-là que, vu l'essor de ces activités, c'était important d'avoir un régime, mais que ce régime devait être souple. C'est pour ça qu'on a construit un régime dit d'enregistrement qui, lui, est obligatoire dès lors qu'un acteur veut s'adresser proactivement à une clientèle française. Mais ce régime obligatoire est très léger puisque cet enregistrement ne repose que sur deux grands contrôles. Le premier, c'est de vérifier le respect, et ça on le fait avec la CPR, de vérifier le respect des procédures de lutte contre le blanchiment et de lutte contre le financement du terrorisme. Et le deuxième, c'est le fit and proper dans notre jargon en ce qui concerne les dirigeants. Nous avons eu un vrai succès sur ce régime d'enregistrement de PSAN, puisque aujourd'hui j'en ai 52 acteurs, des petits, des moyens, des gros. Vous avez entendu Binance tout à l'heure par exemple. Et donc au total, on a vraiment réussi à construire un écosystème national dynamique. On a eu moins de succès sur l'agrément, qui est beaucoup plus ambitieux, puisque là, on regarde les moyens, l'organisation, la sécurité technique. Il n'y en a pas à ce jour. Je le regrette. Je le regrette d'autant plus que le monde des cryptos a évolué depuis 5 ans, et en particulier au cours de ce premier semestre 2022. Les valorisations ont été souvent impactées. On a vu des défauts en chaîne d'acteurs, des promesses qui n'ont pas été tenues. Et évidemment, ça peut poser des questions. J'entends maintenant parler de Crypto Winter et je vois bien les questions qui sont posées. Je sais bien que les acteurs installés en France n'ont pas été à la racine, je dirais, de ces problèmes, mais certains ont très clairement été des victimes collatérales. Alors, d'un point de vue régulateur, pour l'instant, je suis de plus en plus prudent en disant ça, on n'a pas vu d'un point de vue stabilité d'effet de bord sur la finance dite traditionnelle, mais c'est quelque chose qu'on surveille avec les instances internationales de régulation financière de plus en plus. Par contre, on a vu ce que le chair de crypto qualifiait de cascading, on a vu d'énormes interactions à l'intérieur des périmètres de crypto. On a aussi des effets de levier qui commencent aussi à être des points d'interrogation utilisés par ce qu'on appelle DeFi, la finance décentralisée. Est-ce que c'est une crise de croissance, un crypto winter auquel succédera un printemps, ou est-ce que c'est plus grave? Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. En tout cas, moi, en tant que régulateur AMF, le message que je fais passer au PSAN qu'on a enregistré, c'est que maintenant, il va falloir aller vers un régime plus protecteur qui est celui de l'agrément. C'est celui-là, donc, en France aujourd'hui, qui est disponible. Certains y réfléchissent et travaillent déjà avec nous d'une manière très précise. Je suis même assez convaincu que le premier ou les premiers qui auront l'agrément AMF bénéficieront d'un effet marketing qui sera intéressant. Donc réfléchissez-y, c'est vraiment un mouvement que je vous engage à faire, d'autant plus qu'avec MiCA qui arrive, cet agrément va devenir obligatoire. Le règlement MiCA, nous l'avons accueilli très favorablement, en fait nous l'avons promu aussi, je ne m'en cache pas, on a travaillé de près à sa construction. Il permettra d'introduire un cadre harmonisé pour ces prestataires de services d'actifs numériques dans l'Union européenne pour les marchés de cryptoactifs.
Il permettra aussi, bien sûr, de bénéficier du passeport européen pour les acteurs qui rentreront dedans. On le sait, ce règlement, vous le savez sans doute, ce règlement MICA, il a été en fait finalisé dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne au premier semestre. C'est seulement, cela dit, au début du mois d'octobre qu'il y a eu un accord complet politique sur les derniers textes. Mais après, dans le système européen, qui est quand même très lourd, vous avez tous les délais de fine-tuning du texte et de traduction dans toutes les langues. A priori, de ce que je vois aujourd'hui, comme il y a en plus 18 mois avant son entrée en vigueur, de facto, il entrera en vigueur, à mon avis, dans 2 ans, à quelques jours ou à quelques mois près, c'est le pronostic que je fais. Et donc, il y aura en plus une période de transition supplémentaire de 18 mois pour les acteurs qui sont déjà aujourd'hui en conformité avec les réglementations nationales. En plus, dans ces textes MICA, il y a beaucoup de ce qu'on appelle de droits dérivés, donc de textes d'application qui vont être préparés, travaillés, en particulier par les autorités européennes de supervision. Je pense, pour ce qui concerne des PSAN, à l'autorité européenne de marché financier. On est un membre très très actif et important, et c'est dans ce cadre-là qu'on devra préciser un certain nombre de choses pour ce nouveau dispositif PSAN dans le cadre de MICA. Donc tout ceci pour un secteur qui est en pleine croissance, où les choses vont extraordinairement vite, c'est très long. Oui, c'est très long, je le regrette, c'est le problème de ce système européen. C'est d'ailleurs pour ça que pour le régime pilote dont je vous parlais, on a été très fiers d'avoir pu faire une innovation législative. C'était une sorte de sandbox européenne, puisque ce régime pilote, en fait, il va fonctionner pour 3 ans renouvelable une fois, et après on verra, ce qui est normal dans un secteur qui bouge beaucoup, où on voit bien la difficulté des régulateurs, des juristes et des autorités réglementaires quand elles veulent adapter leurs droits. Donc comme c'est très long et comme on a envie de préserver cet écosystème dynamique qui existe en France, je vous invite vraiment à ne pas attendre toute cette perspective MICA pour pour aller vers le système de l'agrément. On a déjà un agrément aujourd'hui qui est disponible. Je vous invite dès que possible à ceux qui sont enregistrés aujourd'hui à regarder les conditions à satisfaire pour migrer vers cet agrément Pacte aujourd'hui. Vous pouvez le faire dès à présent, bien sûr, et je sais qu'on a certains dossiers dans les tuyaux dont je ne peux pas évidemment dire le nom devant cette assistance. Sachez aussi qu'on va bien sûr, nous, essayer dès que possible de faire converger le droit français vers ce nouveau droit européen MICA. C'est un travail de convergence, mais qui va très probablement impliquer une petite modification de la loi. Je ne sais pas à quelle durée, à quelle vitesse on pourra le faire. Ça dépendra évidemment des conditions dans lesquelles on arrivera à travailler avec les CPR et aussi avec la Direction générale du Trésor sur ce sujet. Mais je crois que notre ambition est très partagée, commune, pour faire cette migration de l'agrément Pacte vers l'agrément MICA le plus vite possible. Voilà les quelques éléments que je voulais partager avec vous ce matin. Merci beaucoup de votre attention et je l'espère à une prochaine fois avec le camarade Charles Moussy qui vous attend. Merci de votre attention et très très bonne journée à tous. Merci.